Berger, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée des Yvelines, vous êtes présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. La République En Marche qui se retrouve à Avignon ce week-end, on le voit derrière vous, avec les tentes et les tables. Ma première question, elle est quand même de savoir si, en regardant le sondage Ipsos d'hier, je vais vous citer Jean-Luc Mélenchon, ça va peut-être vous surprendre, mais lui, il a estimé dans son blog que c'était la semaine où la scène politique avait été pulvérisée. Est-ce que c'est le constat que vous faites du côté de la REM aujourd'hui ? Mais déjà, encore une fois, les sondages n'ont jamais été une prédiction. Les sondages sont une photographie à un instant T. Et à l'instant T, déjà, on a du mal à savoir quels sont les candidats que nous aurons à l'élection présidentielle, puisqu'on a soit des candidats non déclarés mais qui sont testés, soit des candidats qui vont peut-être s'affronter à des congrès, à des primaires qui ne sont pas encore certaines. Donc, soit on passe semaine après semaine à commenter ces mêmes sondages, soit on parle peut-être des projets politiques qui sont celles et ceux des candidats déclarés ou putatifs. Et je pense que c'est plutôt ça qui me semble intéressant. Alors, petite question, on sort de cette question d'Éric Zemmour, mais est-ce que vous cherchez encore votre stratégie et quelle est la bonne stratégie ? Vous voyez d'autres qui se déchirent. Est-ce que vous dites qu'il faut le viser, le cibler, le confronter, ou il faut faire comme si c'était un épiphénomène ? Parce que, par exemple, je prends le numéro 2 de La République En Marche aujourd'hui, Monsieur Borrello, il y est allé franchement. Il dit « J'ai découvert un virus à 15%. Il se traduit par des désordres mentaux, racisme, un peu d'homophobie. C'est l'arrivée de la peste brune. Est-ce que c'est la méthode à adopter pour faire face à Éric Zemmour aujourd'hui ? Déjà, j'aimerais savoir si on sera ou non face à Éric Zemmour. Quand on veut faire de la politique, on ne se cache pas derrière son petit... Quand on veut faire de la politique, on s'engage et on dit clairement les choses. Et aujourd'hui, à la fois, il harangue la foule pour vendre des livres et pour remplir son compte en banque. Il a tout à fait le droit de le faire. Mais déjà, il faut qu'il se déclare. Est-ce que oui ou non, il est candidat à la présidence de la République française ? C'est quelque chose de suffisamment sérieux pour un moment clarifier. Ensuite, sur le fond, quelle est la bonne stratégie vis-à-vis de ça ? Il faut parler de toute façon de ce qu'il dit lui et même de ce qu'il écrit. Partir de ses écrits. Et partir de ses écrits, c'est notamment ce qu'il dit sur les femmes, où là on est même au-delà de la misogynie, parce que quand on en vient à confondre volontairement séduction et viol, je crois qu'il y a des outrances qu'il passe les unes après les autres. Alors c'est peut-être sa stratégie. Sa stratégie, c'est peut-être que finalement je sois contrainte, qu'on soit tous les uns et les autres contraints, jour après jour, de commenter les outrances qui seront les siennes. Ou alors on peut peut-être considérer que la vie politique, elle ne peut pas se résumer à ça, qu'elle ne peut pas se résumer à de l'outrance quotidienne et qu'elle mérite mieux que ça. Et qu'on l'interroge tout simplement sur la vision qu'il a de la France, sur la vision qu'il a demain des réformes économiques et sociales, des questions écologiques, la question des droits des femmes, etc. Et c'est ça, à mon avis, la seule stratégie qui peut exister. C'est qu'on se confronte et qu'on confronte projet politique face à un projet politique. Et l'extrême droite, c'est un combat. On ne peut pas refuser ce combat face à l'extrême droite. Éric Zemmour, c'est l'extrême droite, c'est une partie de l'extrême droite, et il faut évidemment le combattre, pas juste sur des questions de principe, sur des questions de fond, pour démontrer ce qu'il dit et démontrer ce qui se passerait s'il accédait au pouvoir. Alors, Aurore Berger, dépassons cette question désormais. Est-ce que votre adversaire, parfois, c'est pas un peu vous-même dans la majorité ? Pourquoi ? Parce que vous essayez de construire une maison commune, donc en vue de 2022, et il y a quand même, encore une fois, des voix un peu dissonantes, discordantes, et notamment, beaucoup visent, pointent du doigt Édouard Philippe, qui lui va lancer son propre parti le 9 octobre prochain au Havre. Il vous a envoyé une petite vidéo aujourd'hui à Avignon. Je propose pour nos téléspectateurs qu'on en découvre un extrait, et comme ça, je vous fais réagir juste après. J'ai eu aussi l'occasion de dire que je souhaitais participer à l'élargissement de la majorité, du socle électoral du président. Une réélection, ça se gagne souvent en élargissant, évidemment pas en réduisant. Et j'aurai l'occasion de prendre des initiatives politiques le 9 octobre prochain au Havre, je le ferai. L'objectif, c'est de participer à la nouvelle offre politique qui découlera de cette campagne présidentielle, et je l'espère, de la victoire du président. Alors Aurore Berger, elle vous dit en fait, faut pas se réduire, il faut élargir. Bon, en gros, à tous ceux qui disent bon, il faut qu'on serre les coudes, qu'on fasse un seul et même mouvement, moi je vous dis non, c'est pas du tout l'objectif. D'ailleurs, c'est pas du tout ce que je vais faire. Vous dites quoi ? Mais se serrer les coudes et faire cause commune autour de ce qu'on espère être demain notre candidat, c'est-à-dire la candidature du président de la République, ça ne veut quand même pas dire qu'on va se rétrécir. Le cœur même de la vie politique, c'est de rassembler. Et c'est donc de s'élargir, c'est donc d'aller à la conquête des
Et c'est ce que permet aussi la personnalité d'Édouard Philippe. Il a été un grand Premier ministre pour notre pays pendant 3 ans. Il a été le chef de notre majorité présidentielle et il peut mieux que quiconque nous aider justement à ce rassemblement. Vous savez, c'est pas si courant que ça qu'on ait en cours de mandat la possibilité de continuer à s'élargir, continuer à rassembler. C'est pas si courant non plus que des anciens premiers ministres soutiennent le président de la République avec lequel ils aient travaillé. C'est pas si courant non plus d'ailleurs dans l'histoire même de la Ve République d'imaginer d'avoir un président de la République réélu et réélu avec sa majorité. Et c'est toute l'ambition qui est la nôtre. Et réélu autour d'un projet, encore une fois, justement du projet qui doit être le nôtre. Donc Édouard Philippe, c'est tout sauf un problème. C'est au contraire une opportunité évidente pour la majorité présidentielle, pour le président de la République, de continuer à convaincre les Français et de démontrer que nous, on ne se rétrécit pas comme certains, mais qu'au contraire, on s'ouvre et on s'élargit. Aurore Bergé, vous savez bien qu'il en agace quand même certains. Ils se cachent à moitié, ils le disent le plus souvent hors caméra, je vous l'accorde. Mais François Bayrou, face caméra, il le dit aussi. Et quand Édouard Philippe fait la une de Challenge en parlant dette, déficit et retraite à 67 ans, au point que le Premier ministre soit obligé de répondre à la question en disant « c'est pas franchement notre projet », bon, il dépasse un peu les bornes des limites, comme on dit. C'est-à-dire que oui, il a un job, c'est-à-dire d'essayer de parler aux voix de droite, aux électeurs de droite, pour élargir l'électorat en vue de 2022. Mais est-ce que là, il n'est pas en train de dépasser un petit peu ce cadre-là ? Mais encore une fois, la vie politique, c'est le débat d'idées. Je crois qu'on est un peu en train, malheureusement, parfois de l'oublier. On est en train de penser que ça ne se réduit qu'à des affaires d'appareils politiques. Je crois que les partis politiques, ils rythment de moins en moins la vie politique. La vie politique, elle s'exerce au travers de personnalités politiques qui portent des projets politiques, qui portent des convictions politiques. Et c'est le cas du président de la République, c'est le cas d'Édouard Philippe. Et ça tombe bien, ils travaillent ensemble et ils vont évidemment ensemble travailler au projet présidentiel qui sera le nôtre. Sur la question des retraites, on sait qu'il va falloir réformer, transformer notre système de retraite. Personne ne peut se satisfaire du statu quo. La question, c'est comment on va le faire. Bien, tant mieux qu'il y ait des propositions qui existent. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on doit supprimer les régimes spéciaux de retraite. Et je pense qu'ici à Avignon, ça fait consensus de pouvoir dire ça, de se dire que nous, on doit avoir le courage d'assumer la suppression des régimes spéciaux. Et que dans le même temps, on ne peut pas se satisfaire d'avoir des retraites, des petites pensions de retraite qui soient encore trop faibles pour des gens qui ont travaillé tout au long de leur vie. Comme on l'a fait par exemple pour nos agriculteurs qui partiront demain grâce à nous avec enfin des pensions dignes. Donc on ne peut quand même pas reprocher à des hommes ou à des femmes politiques de faire de la politique et donc de porter des convictions et de porter des idées. Je vous remercie beaucoup, Aurore Bergé, d'avoir été avec nous depuis.